Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes présents et présentes aujourd'hui pour parler de la question d'une biographie de et chez Monique Wittig, donc dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre, mais surtout aussi dans le cadre de toute cette démarche autour de Monique Wittig qui a été lancée il y a maintenant plusieurs mois. Avec ateliers, rencontres, etc. Et parmi les rencontres qui ont permis de monter toute cette démarche, il y a eu la rencontre avec Émilie Noteris, d'abord à travers son livre, qui est aussi le sujet de la rencontre d'aujourd'hui, puisque la question d'une biographie, et que Émilie est l'auteur de la première biographie de Monique Wittig, dont on parlera un peu plus. Émilie, donc, qui se dit travailleuse du texte. Donc, elle nous en dira plus après de tout ce qui est également, qui est auteur, traductrice, et dont un certain nombre de livres sont déjà parus et aussi en train d'être écrits, je pense. Oui. Et donc, Dominique Sanson-Wittig, qui est la nièce de Monique Wittig et une de ses ayants droit, et qui nous a expliqué à quel point voilà, les conversations, les moments échangés avec Monique Wittig ont été d'influence décisive sur sa vie personnelle et professionnelle. Et alors, nous avons envie avec Émilie et Dominique de partager le moment de notre rencontre. Donc, Émilie, à toi la parole. Je vais vous lire déjà un extrait pour commencer du livre. Et c'est un extrait qui a fait réagir Aline, qui m'a ensuite envoyé un texto, un message sur Facebook. Donc moi je vais vous lire l'extrait qui l'a fait réagir et ensuite elle vous lira le message qu'elle m'a envoyé, comme ça vous suivrez un petit peu le moment de connexion. C'est l'Opoponax par exemple qui fait écrire à Catherine Legrand des billets anonymes, demande Pierre Dumayet. Oui, opine Monique Wittig. Ce n'est pas tout à fait elle, par conséquent, demande Pierre Dumayet. C'est elle et c'est autre chose, elle se dédouble, enfin je crois c'est pas... Il y a un mot allemand, dites-vous, pour désigner l'Opoponax. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'hier vous m'en avez donné un et aujourd'hui un autre. Hier j'ai dit schmeur, mais ça n'existe pas en aucune langue. Alors le mot véritable c'est le Truckermannsche. Le Truckermannsche, ça veut dire un petit homme qui oppresse, qui presse sur la poitrine. C'est l'homme des cauchemars, c'est un nain, je crois que c'est sorti d'un livre de contes allemands. C'est ce qui obsède, il revient toujours, c'est ce qui exprime les cauchemars au fond. Et donc, après conte allemand, j'avais mis une petite note de bas de page, qui correspond à la note numéro 5. Il s'agit sûrement de Der Struwwelpeter, livre de contes moraux et cruels, écrit par l'écrivain et psychiatre Dr Heinrich Hoffmann en 1844. Et donc, Aline Martin, un jour, tu la date. Le 18 janvier 2023, à 11h09. Bonjour, je suis en train de lire Wittig, merci pour ce livre. Étant alsacienne et germanophone, je me permets de vous indiquer que c'est le Druckermännchen, ce qui littéralement veut dire le petit homme qui appuie, dont il est question dans l'interview que vous avez retranscrit donc, de Pierre Dumayet, et non Struwwelpeter. Donc, Émilie me répond pour me remercier, parce que Émilie est quelqu'un de très bien élevé. Donc, c'est là que je lui explique que nous sommes en train de monter un projet autour de la pensée, de la vie, des œuvres, de tous les textes de Monique Wittig. Et nous avons échangé pendant un petit moment et tout ça, ça aboutit aujourd'hui à cette rencontre. Enfin, je l'espère sera une étape. Et donc, dans les échanges, Émilie m'a donné le contact de Dominique, qui est présente avec nous aussi. Et il y a toute une dynamique qui s'est créée. Donc il y a une première rencontre au mois de janvier autour de l'Opoponax, justement, des 60 ans de la parution de ce livre à la BNU,
on a longuement parlé du lien avec les origines alsaciennes de Monique Wittig. Et voilà, et donc la question de la biographie est une vraie question quand on parle de Wittig. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non, comme tu veux. Vas-y, ça. Juste peut-être parce que donc l'interview là dont il était question, c'est le premier et le seul d'ailleurs en fait filmé à la télévision qui a été donné par Monique Wittig au moment où elle écrit l'Oponax, donc on est en 64, c'est ça. Et ce qui est très impressionnant, c'est, enfin pour moi, elle est très très intimidante. Et quand elle se trompe de nom, de mots allemands, alsaciens, moi je me dis, elle a... Non, je pense qu'elle a été redemandée la précision à sa mère, donc qui elle parlait et l'alsacien et l'allemand, puisqu'elle est née... Elle est née pendant la Première Guerre mondiale, donc elle suit ses études enfin, elle insiste beaucoup sur la langue allemande. Elle a suivi ses études en langue allemande et dans la famille, elle parle alsacien. Et oui, alors, je ne crois pas que ce soit le stress, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que Monique ne maîtrise pas l'alsacien. Aucune de nous ne l'avons parlé, moi, ma mère ou Monique. Mais ça reste une référence, puisque quand même, elle explique le Poponax par un mot qui sort de... En tout cas, l'imaginaire est construit autour de ces récits. La conte allemande. Oui, et donc, Émilie, tu t'es lancée dans ce brouillon pour une biographie, puisque c'est le sous-titre qui apparaît en quatrième de couverture. Et que tu as présenté comme l'enquête menée en tant que lectrice. Donc, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots? Bah, peut-être, avant de répondre à cette question, je vais peut-être expliquer pourquoi il y a eu l'idée d'écrire ce livre. Monique Wittig, moi je l'ai découverte d'abord par la pensée straight quand j'étais plus jeune et que j'étais étudiante en art, au moment où c'était paru, enfin il y avait une parution chez Amsterdam. Et j'ai mis beaucoup de temps à lire en fait les autres textes parce que j'ai été très impressionnée par cette première lecture. Et puis après, tout au long de mon parcours, à la fois de lectrice et d'autrice, je me suis saisie d'autres livres de Monique Wittig. Mais j'ai jamais tout lu d'un coup comme j'ai fait pour d'autres auteurs-autrices qui m'avaient marqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est dispersé et qui a pris du temps, qui a infusé d'une certaine manière. Et dans les dernières années, je donne des ateliers d'écriture et donc je donnais souvent des textes de Monique Wittig à lire, sur lesquels s'appuyer. Et puis également, j'avais été invitée par la philosophe Elsa Dorlin à participer à un ouvrage collectif qui s'appelle Abécédaire des féminismes présents, Feu, le titre principal. Et elle m'avait invitée à écrire l'entrée sur idéologie. Et il y a eu un petit quiproquo entre nous d'une certaine manière, parce que j'avais écrit un livre sur les violences policières qui s'appelle Ma chronique, les choses qui n'existent pas existent quand même. Et elle pensait que j'allais traiter l'idéologie à partir des violences policières et du livre Ma chronique que j'avais écrit. Alors que moi, comme cette demande venait d'une philosophe et que je ne suis pas philosophe, j'ai un peu paniqué en me disant l'idéologie, c'est un gros morceau en philosophie. Et donc je me suis dit que j'allais travailler sur l'idéologie de la race chez Colette Guillaumin et l'idéologie, enfin le sexisme chez Monique Wittig. Et donc j'ai travaillé sur une entrée de ce dictionnaire qui est devenu Straight Minds. Et Elsa était très étonnée quand je lui ai envoyé mon texte, mais au final elle était très contente. Elle a dit c'est pas du tout en fait l'idée que j'avais en t'invitant. Et finalement, voilà, Monique Wittig a pris de la place. Et à ce moment-là, j'étais aussi en train de donner un atelier d'écriture aux Arts décoratifs de Paris. Et je lisais dans cette collection Les Pérégrines un livre qui s'appelle Beauvoir, qui était consacré à Simone de Beauvoir. Et en lisant le Beauvoir et en donnant cet atelier à partir de Monique Wittig entre autres, je me suis dit mais en fait il faudrait vraiment qu'il y ait un livre sur Monique Wittig. Et je me suis dit que effectivement on connaissait son œuvre mais qu'on avait très peu d'éléments finalement sur qui elle était. Et ça commençait à m'embêter de continuer à faire circuler son travail sans moi-même savoir exactement qui elle pouvait être. Et donc, aux arts décoratifs, le directeur des arts décoratifs, c'est le directeur de la collection.
Donc je lui ai simplement envoyé un mail en disant je suis 2 étages en dessous de vous et j'ai une idée. Et en fait, il m'a proposé de le rencontrer. Je lui ai soumis ce projet-là et en fait, ça s'est débloqué assez rapidement puisque les éditrices étaient intéressées. Et donc cette première idée a commencé à prendre un petit peu place. Après, avant de signer le contrat, je voulais m'assurer quand même de pouvoir avoir accès aux archives de Monique Wittig qui sont à Yale. Et on était en période de Covid, donc il a été possible d'obtenir des scans de manière dématérialisée et gratuite, sachant que moi j'avais pas d'argent du tout pour ni voyager aux États-Unis. Enfin, c'est une recherche que j'ai faite sur mon temps libre en plus de plein d'autres activités pour gagner ma vie. Donc il ne s'agissait pas de partir faire des grandes recherches, les moyens étaient très restreints. Et donc la possibilité d'accéder aux archives de cette manière-là a rendu possible l'écriture du livre finalement. Donc c'était une opportunité malgré le contexte pas très agréable global. Moi j'ai profité de ce moment-là pour pouvoir faire des recherches. Et donc l'idée c'était de lui redonner un corps en fait d'une certaine manière, de lui redonner une réalité tangible parce que elle circulait de plus en plus dans l'espace public, moi dans le monde aussi dans lequel je m'inscris qui est aussi le champ de l'art et de la danse contemporaine, enfin pas en tant que danseuse, en tant que personne qui écrit. Elle ressurgissait énormément, surtout les guerrières pour le côté utopique porteur. Et on avait l'impression que Monique Wittig devenait presque une figure un peu mythologique aussi. Et je me suis dit, il y a quand même un gros problème parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour casser la mythologie. Et il y avait quelque chose de paradoxal finalement dans cette survalorisation et en même temps pas d'explication. Donc j'ai voulu mener une enquête d'une certaine manière. Et je l'ai menée évidemment depuis un point de vue qui n'est pas un point de vue d'historienne ou de chercheuse, même si maintenant je suis inscrite en thèse à l'université, je ne me considère pas encore vraiment comme en faisant partie. Peut-être jamais d'ailleurs. Mais il ne s'agissait pas d'écrire un livre qui rentre dans un genre spécifique. Comme Monique Wittig, elle avait écrit Brouillon pour un dictionnaire des amantes avec sa compagne Sandy Zeg, qui est aussi ayant droit de Monique Wittig au même titre que Dominique. Il y avait cette idée-là du brouillon que je trouvais très séduisante, qui permettait de ne pas poser quelque chose d'autoritaire ou de normatif, de ne pas reproduire un objet auquel on s'attend au sein qui devrait répondre à des codes. Et donc moi ça m'a libérée d'une certaine manière, je crois que je l'ai posé très vite en fait dans la proposition aux éditorices, de garder cette idée du brouillon pour une biographie, c'est-à-dire que ça me permet moi à la fois d'avoir une position, c'est-à-dire d'écrire avec le jeu, ce qui dans le champ universitaire n'est pas toujours évident non plus, et de raconter de manière très transparente en fait comment la recherche a lieu, de donner à voir la fabrique du livre. C'est ce que j'ai expliqué aussi à Sandy Zeg dans les mails de premier contact, parce qu'elle s'interrogeait sur qu'est-ce que j'étais en train de faire, et finalement j'ai dit je rends visible en fait toute la fabrique du livre, c'est-à-dire que j'explique quand je rencontre des personnes, quand je fais des démarches, quand je me trompe aussi, parce que c'est pour faire écho aussi à cette manière que Monique Wittig a eu de vouloir répondre à l'image de l'auteur, enfin l'auteur tout-puissant masculin qui serait dépositaire d'un savoir et qui finalement n'aurait qu'à le transmettre aux personnes qui ne sont pas au courant. Et c'est une forme de valorisation et de prise de pouvoir aussi, de dire voyez moi tout ce que je sais, que vous ne saviez pas, et voilà, grâce à moi maintenant, vous en savez plus. Et en fait moi je pars du même point de départ que toute n'importe quelle lectrice de Monique Wittig. C'est-à-dire que cette position-là pour moi elle est très importante, c'est-à-dire que lire mon livre, a priori, peut donner envie d'en écrire d'autres ou déclencher des modes de recherche, c'est-à-dire que c'est pas disqualifiant et il n'y a pas de mur qui se pose entre la personne qui écrit et les personnes qui lisent. Dans les ateliers d'écriture que je donne, c'est très important aussi. Écrire, c'est d'abord aussi lire, quoi. Enfin, cette séparation-là hyper radicale qui peut exister entre pratique et théorie, c'est aussi quelque chose contre lequel Monique Wittig s'est battue. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a autant impressionnée en tant que jeune lectrice, et puis après, moins jeune lectrice, et encore aujourd'hui. C'est cette capacité qu'elle avait à naviguer en cassant les barrières qui pouvaient opposer les objets de recherche théorique, la littérature, la pratique, la théorie, tout ça, ça circule. Et il n'y a pas beaucoup d'auteuristes comme ça
qui arrive à écrire à la fois la théorie de manière extrêmement forte et puissante et à s'inscrire littérairement avec une voix très particulière et tout un programme aussi. Voilà, il y a Audre Lorde, il y a Johanna Russ, il y a Ursula Le Guin. Voilà, enfin, ça va vite, hein, aller citer les personnes qui font ça, en fait, qui arrivent à circuler aux deux endroits. Donc voilà, l'idée c'était de restituer tout ça. Et je pense que voilà, le brouillon pour une biographie, ça dit déjà cette position particulière. Et c'est comme ça aussi que j'ai contacté Dominique et Sandy. Je vais pas parler tout seul. Mais c'est vrai que ce livre, et ça me permettra aussi de présenter Annette, ce livre, pour moi, il se lit comme un roman policier. Quoi. On te suit dans cette enquête. Et donc Annette Gillard, qui est dramaturge et qui, avec Fanny Colneau, anime les ateliers autour de Monique Wittig que nous avons lancé depuis quelques mois et que j'ai contacté, que j'avais rencontré il y a quelques années autour d'une représentation de la pièce qu'elle a écrite, Les rats quittent le navire. La première pièce que j'ai vue entièrement écrite avec le pronom « Yel ». Et ça m'avait vraiment emballée. Je me dis, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et entre-temps, on a travaillé sur un autre projet qui était un dialogue entre un poète alsacien, André Beckmann, et Pier Paolo Pasolini, donc projet auquel a participé Fanny, et donc il y a une synergie qui s'est créée, et notamment autour de ce livre, je dis là, on tient quelque chose qui peut vraiment être un fil conducteur dans l'idée de la transmission, et effectivement, on reviendra peut-être à la question de la transmission un petit peu plus tard avec ces jolis montages que vous avez fait justement entre théorie et littérature. Mais Dominique, donc effectivement, la rencontre, votre rencontre a été aussi importante dans la conception de ce livre. Moi, je suis quand même arrivée un peu vers la fin, en fait. Mais on va revenir là-dessus. Mais par contre, l'idée de biographie, ça faisait longtemps qu'elle nous était posée en tant qu'ayant droit. Donc, juste, Monique Wittig a choisi, très peu de temps avant son décès, Monique Wittig m'a dit qu'elle souhaitait que je sois son ayant droit. Donc, je suis sa nièce, la fille de sa sœur. Mais en fait, elle est plutôt pour moi comme une grande sœur. Et je lui ai demandé, mais il faut que tu mettes par écrit ce que tu veux. Parce que Monique Wittig était quand même quelqu'un qui est très décidé. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'était un peu dur parce qu'en fait, c'était il y a 20 ans, donc j'étais plus jeune, mais on était en train de parler de mort quelque part. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il soit republié? Qu'est-ce que tu veux qu'il ne soit pas republié? Et alors, elle détestait écrire ce genre de choses. Hein. 2, elle détestait tout ce qui était écriture administrative. 3, on pensait qu'on avait du temps. Et 4, elle m'a répondu, mais Sandy, donc ma compagne, qui sera aussi, ce qui est mon ayant droit, c'est ce que je veux. Ok. Manque de chance, elle est décédée 6 mois après. Donc, voilà. Ça faisait un moment qu'on me disait qu'il faudrait une biographie de Monique Wittig. Moi, j'étais assez d'accord sur ça, parce qu'effectivement, j'ai besoin, à un moment donné, un auteur que j'aime, j'ai besoin de savoir un peu plus. J'ai besoin. Mais Monique Wittig faisait partie de la génération nouveau roman, donc les livres de minuit, etc., avec l'idée que l'auteur s'efface derrière l'œuvre. En fait, et donc, l'impression qu'on avait, Sandy et moi, c'est que Monique Wittig n'aurait pas du tout aimé une biographie. Donc, quand on est un ayant droit qui a connu la personne, ça pose. Donc, il y avait déjà eu, avant que tu arrives, beaucoup d'échanges sur une biographie, pas une biographie. On nous dit que c'est nécessaire, il faut le faire, mais décidez-vous. Des fois, c'était pas très sympathique non plus. Beaucoup d'échanges et une tierce personne, qui est une amie de Monique Wittig aussi, qui s'appelle Louise Turcotte, qui nous disait, mais la question de la biographie, ça sera quelle forme? C'est la question de la forme. Si on trouve une forme, peut-être que Monique aurait été d'accord. Et donc,
Moi, j'arrive en n'ayant aucune idée de tout ça. Hein. Mais avec ton idée d'une forme, quoi, de trouver une forme. Et donc, voilà, tu es arrivée au moment. Et moi, j'étais très contente parce que je pensais vraiment qu'il fallait une biographie. Sandy était moins, voilà. Mais donc, et avec un travail sur la forme. Alors, par ailleurs, j'ai un peu bricolé avec la fac, mais donc j'ai quand même eu une carrière de chercheuse. Et moi, j'écris au jeu aussi. Donc j'ai vraiment été beaucoup touchée par... pour moi, c'est très important. Je, et je dis qui est je, et je... avec ce que tu dis sur pas une position de surplomb, mais une lecture horizontale en prenant le lecteur à témoin. Et après, ce qui est marrant, c'est que cette anecdote, qui n'est pas une anecdote, mais sur le fait que Monique Wittig n'aurait pas souhaité qu'on écrive une biographie, Dominique me l'a dit, en fait, lors de la soirée de lancement, à la fin de la soirée de lancement. Donc, voilà. Après, moi, peut-être que je m'en suis sortie, j'en sais rien, mais c'est pas vraiment une biographie non plus. Sachant que c'est quand même, voilà, c'est mince, heureusement que c'est pas une biographie, parce qu'il y a beaucoup plus encore à aller... Voilà, ouvrir et chercher, c'est un premier mouvement. Je m'étais dit qu'il fallait pas que je te le dise pour que je continue, quoi. Non, tu m'as dit après, d'ailleurs, tu aurais pu le faire. Je crois. Et j'aurais pu le faire une biographie, ça va faire plus long. Voilà. Mais je pense que de toute façon, cette relation qu'on a pu établir aussi, de dialogue, etc., elle s'est faite aussi. Après le livre, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance aussi et de la rencontre qui, voilà, si maintenant je devais le faire, évidemment ce serait encore un autre objet. Mais c'est quelque chose c'est un temps long aussi de rencontrer les personnes, de prendre soin, de comprendre. Et puis voilà, là, je vais peut-être vous lire juste un petit passage qui est sur la rencontre avec Dominique. Et puis comme ça me permettra de préciser ce que je suis en train de dire. Le 11 mars 2022, j'ai rendez-vous dans un café à Nation avec Dominique Sanson, fille de Gilles Wittig, nièce de Monique Wittig et désignée par elle comme ayant droit. Elle me précise qu'elle n'aime pas trop être réduite à ces deux fonctions, nièce et ayant droit, puisqu'elle a baigné dans le mouvement des femmes très tôt et fait partie de cette histoire davantage qu'elle n'y jetterait un œil rétrospectif et lointain. Le lendemain, nous continuons à échanger par email, je lui envoie 2 chapitres, dont celui que vous êtes en train de lire. Elle m'apporte une précision supplémentaire. Alors bon, voilà, après c'est... En 1957, Monique Wittig part enseigner 1 an en Guinée. Dominique Sanson me joint une coupure de presse du journal L'Alsace, publiée à l'occasion de la réception du prix Médicis, le 4 décembre 1964. Donc, vous voyez comment ça intervient aussi un petit peu dans le livre, c'est-à-dire que quand on se voit, il y a aussi la possibilité que je transmette 2 chapitres sur ce que je suis en train d'écrire. Donc, je pense que c'est ça aussi, la relation qui peut se tresser quand on essaye de fabriquer quelque chose ensemble. Et tu les as aussi transmis à Sandy, je crois. Oui. Oui, et il y a eu toutes les autres rencontres qui sont Il y en a évoquées une autre, là, c'est peut-être celle de Sandy, c'est peut-être intéressant, c'est voilà, l'autre ayant droit qui n'est pas présente. Suzanne Fenn, donc Suzanne Fenn c'était une amie de Monique Wittig qui a participé à la création du MLF et qui était dans les premières réunions avec elle que j'ai rencontrées. Donc Suzanne Fenn me communique l'adresse email de Sandy Zeg, compagne de Monique Wittig avec qui cette dernière a collaboré pour le théâtre, Le Voyage sans fin, et le cinéma, The Girl, et co-autrice du brouillon pour un dictionnaire des amantes. La grande histoire d'amour de toute une vie. Je lui écris le 24 novembre 2021. Après plusieurs échanges, elle m'envoie le 19 janvier 2022 un lien Vimeo vers une intervention qu'elle a donnée à la Maison française de l'Université Columbia New York le 17 avril 2015. Dans cette vidéo, elle revient sur sa rencontre avec Monique Wittig et déroule l'ensemble d'une vie entre la France et les États-Unis. Sandy Zeg me précise que c'est la première fois qu'elle la partage et me demande de ne pas la faire circuler. Sachant qu'après j'ai écrit tous les chapitres et je l'ai envoyé à Sandy qui m'a dit « Mais je t'ai dit de ne pas le faire circuler, mais ça se trouve dans le livre !» Et tout est écrit et je raconte sa prise de parole à l'intérieur de la vidéo. Et en fait, c'est grâce à l'envoi du chapitre qu'elle a compris cette transparence du projet et qu'elle a dit « Ah mais oui, mais en fait, je trouve ça super !» et que... Mais entre-temps, elle m'a envoyé un message en disant « Tu trouves pas ça curieux, cette manière d'écrire au chat ?» Je dis « Moi, je trouve ça super, c'est comme ça que j'écris. » Oui, mais... Alors, Sandy Zeg est américaine, elle parle très bien le français, elle le lit très bien, mais elle est américaine. Par moments, il y a des contresens dans les lectures, parce que c'est amusant aussi.
Et il y a toutes les autres rencontres que tu as faites, quoi, qui sont vraiment à chaque fois des regards différents, des relations différentes que Monique a eues avec des personnes différentes et qui alimentent ce regard qui se construit petit à petit, cette image d'elle qu'on a au bout du livre, mais qui reste ouverte, quoi. Je pense de toute façon, il n'y a pas une seule voix qui peut donner la réalité à la vie d'une personne. Après, bon, bah, c'est pas... Il y a un certain nombre de personnes, mais ça aurait pu être beaucoup plus vaste, mais après c'était resserré. Il faut dire que j'avais signé aussi un contrat pour le livre où j'ai pas fait trop attention, mais je devais le rendre assez rapidement, donc j'ai eu 1 an de travail, ce qui est quand même très court. Oui, enfin, le MLF, c'est aussi une histoire qui est plurielle. Il y a autant d'histoires du MLF que de personnes qui ont fait partie du MLF. Et pareil, Monique Wittig, il y a plein de personnes qui l'ont rencontrée et qui l'ont connue de manière diverse et variée et qui vont en parler. Voilà, avec chacune leur émotion et leurs souvenirs. Donc l'idée d'écrire ce livre et de donner de la place à des voix à l'intérieur, c'est aussi pour que la voix de l'auteur, je fais exprès, ne recouvre pas la voix des personnes qui sont convoquées. Donc c'est aussi un dispositif, c'est comment on écrit en féministe. C'est pas simplement, voilà, je m'intéresse et je vais écrire sur le féminisme. C'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment on doit écrire, comment on doit même mener des recherches quand on essaie d'adopter une position féministe. Et ça veut dire justement prendre soin des personnes et intégrer les voix, ne pas se poser au-dessus pour les recouvrir avec une analyse qui viendrait donner une opinion un petit peu comme on poserait un diagnostic sur quelque chose qu'on aurait rencontré. Voilà, donc c'est plein de petites actions, de manières de faire en fait, qui font que parfois j'ai été disqualifiée parce que c'est pas la première fois que je fais ça dans un livre, c'est aussi un trajet d'écrivaine. Il y a des fois des livres que j'ai pu proposer à des maisons d'édition qui refusaient parce qu'il y avait trop de citations ou trop de voix de personnes dedans. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de venir gommer à la fin pour donner l'impression que l'auteur est tout puissant et voilà, c'est ça quand même un petit peu la norme malgré tout. Et bon, là, il n'y a pas eu ce problème du tout qui s'est posé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu aussi progressivement, au lieu d'écouter les gens et de me dire ah oui, bon, je vais tout modifier mon texte parce que j'ai quand même envie d'être publiée dans cette maison marxiste, etc. Au final, je me suis dit, non, ça m'a permis de préciser aussi pourquoi je faisais ça et de donner une justification aussi théorique et pratique sur les manières d'écrire en féministe. Et maintenant, ça serait impossible de me faire autre chose, quoi, assez clairement. Mais voilà, je pense que ça, c'est des questions qui sont importantes au sein du MLF, ne serait-ce que pour respecter historiquement ce qui s'est produit. Et pourtant, Monique Wittig le faisait systématiquement, gommer les guillemets. Oui, mais alors ça c'est aussi gommer les guillemets de références d'auteurs masculins très connus de la culture classique. C'est pas pareil. On a déjà eu un peu cet échange avec Émilie. Donc moi, en fait, et c'est aussi pour ça que Monique, je pense, a eu envie que je sois son ayant droit. Donc à un moment donné, j'ai fait une thèse qui s'appelait À l'ombre de l'auteur, des rapports de force dans l'acte d'écrire. Donc, et ça vient aussi du fait que j'ai toujours, dès 5 ans, je vois Monique écrire et je vois ma mère ne pas écrire. Alors voilà, donc, toute une réflexion sur l'auteur. Et à ce moment-là, Monique est donc enseignante universitaire aux États-Unis. Et ça l'intéresse que je suis en train de faire une thèse, elle a envie que j'y arrive. Et on a pas mal d'échanges sur la question de l'auteur. Et elle était assez ambivalente en fait là-dessus. Parce qu'effectivement, par exemple, dans les premières années, dans les années 70, il y a une revue féministe qui s'appelle Le Torchon Brûle. Et les filles ne signent pas. Elles ne veulent pas donner alors c'est des pseudonymes ou c'est des prénoms. Alors il y a ce que tu dis et il y a aussi toute une réflexion sur le fait qu'en fait une femme porte toujours le nom d'un homme, donc on ne signe pas. Et Monique est hésitante et quelqu'un comme Christiane Rochefort dit mais non, moi je veux signer. Je me suis assez battue pour avoir un nom d'auteur. Et donc Monique a fait publier un texte qui est anonyme effectivement, qu'elle n'a pas signé. Dans la Réunion. Mais 3 mois après, ou je ne sais pas combien de temps, elle le republie sous son nom ailleurs. Donc ça lui échappe complètement. Et quand je revenais sur tous les échanges qu'il y a eu en 68 autour de la question de l'auteur,
Il y a eu deux mouvements en fait, là j'ai oublié le nom mais c'est pas très grave. Oui, un où on considérait l'auteur comme un travailleur et donc le travailleur le plus disqualifié en fait, celui qui gagne le moins d'argent dans la grande chaîne de l'édition, et un autre qui était un peu plus radical et qui parlait de communisme d'écriture. Et plus Monique a vieilli, plus elle a penché en fait du côté de l'auteur travailleur qui ne touche pas assez. Donc, elle revendiquait son statut d'auteur quand même. Mais bon, sur une vie, on évolue aussi. Elle le revendiquait d'autant plus que quand même, quand elle décède, elle est vraiment pratiquement, elle est très peu connue. Donc, il y a aussi cette tristesse, voire peut-être ce désespoir de savoir que ce qu'on a écrit est vraiment bien. Elle a raison. Hein, et de ne pas être connue, c'est quelque chose qui est quand même dur. Quand tu m'as présenté ta vie travailleuse du texte, et moi c'est vrai que c'est une appellation que j'ai depuis un bout de temps, aussi liée aux ateliers d'écriture. C'est-à-dire que, voilà, expliquer que l'écriture c'est pas un talent, quelque chose qu'on a à la naissance, et puis il y en a certains qui l'ont, et puis d'autres, bah tant pis, dommage. Mais au contraire, c'est lié à la lecture, c'est lié au travail, et c'est quelque chose qui se construit, c'est aussi une décision et un engagement en fait finalement. Et donc quand je dis travailleuse du texte, il y a un côté marxiste comme ça qui ressort. Et c'est vraiment pour pointer ça, c'est sur l'idée du travail. Et le chantier littéraire chez Monique Wittig, c'est aussi voilà, cette idée à la fois du texte comme matériau qui soit manipulable, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi cette question de la sacralisation des citations, justement, auxquelles tu faisais référence, le fait de prendre des matériaux de la littérature, des canons, en fait, finalement, et de les tordre, de les transformer, de les lesbianiser, d'en faire autre chose. D'enlever les guillemets. Voilà. Ça, c'est aussi un geste de travail. C'est-à-dire le texte n'est pas sacré et le texte se manipule. D'ailleurs, moi, j'étais étudiante en art, j'ai fait des études, je pensais être artiste. Enfin, il n'y a pas trop de différence, hein, selon moi, maintenant. Mais, et j'avais beaucoup de mal, en fait, à m'inscrire dans le champ artistique parce que je sacralisais d'une certaine manière la production artistique. La littérature, ma mère était libraire quand j'étais petite, et les livres, ça a toujours été quelque chose que je manipulais. Donc, il n'y a pas de sacralisation. Il y a un grand respect, mais il n'y a pas une sacralisation, c'est-à-dire que les choses sont attrapables, manipulables et agençables autrement. Et je pense qu'il y a cette idée-là aussi. Et ça, c'est ce que Monique... En fait, il se trouve qu'elle a écrit l'Opoponax chez ses parents. C'est ses parents qui m'ont élevée. Et donc j'ai 5 ans et je sais pas. Je crois que je sais même pas écrire. Mais elle m'apprend qu'écrire est un travail. Et ça fait vraiment du bien de savoir ça. C'est-à-dire, ben voilà, c'est un travail. Je me mets devant une table, je travaille. J'y arrive peut-être pas, mais tant pis, je reste devant la table. Je lis, etc. Et quelque part, ça dédramatise et ça désacralise. C'est un travail, c'est pénible comme tout travail, puis ça peut être agréable. Je peux ne pas y arriver, mais c'est un travail. Et c'est pas un don, effectivement. Enfin, c'est pas un don au sens où ça tombe dessus. Bah, c'est un travail et c'est une nécessité. Je pense que c'est ça aussi. C'est Deleuze qui parle de la griffe de la nécessité, qui fait que voilà, on se met à produire, écrire, des formes artistiques, autres, n'importe quoi, hein, de la musique, tout ce qu'on veut. Mais c'est que quelque part, il y a une impossibilité de vivre si on n'est pas en train de faire ça. Voilà. Donc, je pense que les deux vont ensemble, en fait. Mais je voudrais faire le lien avec l'expression que tu as utilisée, écrire en féministe, la désacralisation, et cette mode Monique Wittig qu'on constate depuis quelque temps, parce qu'on parle de Monique Wittig partout, et avec des... Enfin, partout, il reste quand même plein de gens qui ne savent pas. Hein, donc il y a plein de gens qui savent pas, mais on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Je veux dire, après... on fait ce qu'il faut pour... Les 50 ans d'amnésie dont on parlait tout à l'heure aussi, par rapport à d'autres choses. En ce moment, on en parle vraiment, et tant mieux, vraiment tant mieux. Et donc, effectivement, mais dans cette multiplicité de discours sur elle, c'est vrai que la forme que tu as fabriquée est très particulière et c'est une forme féministe, encore une fois. Donc, le geste était-il vraiment, dès le début, voulu comme ça, enfin,
ce geste féministe et pour aller dans Oui, parce que ça vient avant un autre livre que j'avais écrit qui s'appelle Alma Matériaux, qui était... justement, j'ai dit que j'avais fait des études en art. Alors, pas en histoire de l'art, plutôt en pratique. J'ai fait les arts décoratifs de Paris en art et espace, donc ça veut dire sculpture, vidéo, photo, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a échappé. Tu parlais du livre qui t'avait précédé. Oui, et donc dans ce livre-là, j'ai voulu écrire une histoire telle qu'elle m'a pas été enseignée, parce qu'à l'école, en histoire de l'art, on n'avait que des artistes, des hommes blancs, jamais d'artistes femmes, jamais de lignée, jamais rien auquel se raccrocher. Et puis finalement, tout le travail que moi j'ai développé, on aurait pu me citer plein d'artistes femmes qui m'auraient permis de développer mon travail, et ça n'a jamais été fait. Et donc, voilà, cette manière de redonner à voir des constellations aussi de personnes qui étaient amies ou qui ont fait des choses ensemble, ou comment la pensée circule, que les objets ne sont pas séparés les uns des autres, et que en fait, quand on cite quelqu'un dans un livre, après ça peut ramener un autre. Il y a une question d'intertextualité et de monde qui est souvent effacé. Et donc cette idée, ce principe d'écriture, il est encore présent, il sera toujours présent maintenant, mais il est aussi dérivé du travail que j'avais fait sur le livre précédent, donc Alma Matériaux. Donc après, je pense que ça condense, dans cette collection-là, ce qui est particulier, c'est qu'on pourrait aussi se dire qu'on fait... ça s'appelle Vitig, il y en a plein d'autres. Il y a Najat Zogari qui est là, qui a écrit un livre sur Angela Davis, qui s'appelle donc Davis. Moi, j'ai parlé du Beauvoir que j'avais lu avant de Géraldine Gourbe. On pourrait se dire qu'on fait un peu des que sais-je, ou que ça pourrait être des trucs un peu vite fait sur hop, on fait un petit livre. Et pour moi, pour le moment, c'est le livre le plus important que j'ai écrit, parce que c'est pas un petit livre, dans le sens où ça condense aussi tout un ensemble de principes qui ont mûri dans ma manière d'écrire. Et cette question de la transparence, de donner à voir la manière dont c'est fabriqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tourne des pages, on sait ce qui se passe. Après, c'est pas en temps réel complètement non plus, il y a un agencement. Ça, c'est hyper important politiquement, en fait, de faire ça, moi, je trouve. Et donc il y a cette conscience-là quand même en démarrant le travail. Et par exemple, le premier chapitre, qui est cette transcription de la première apparition télévisée de Monique Wittig dans l'émission Lecture pour tous, c'est aussi mon premier geste en fait. C'est-à-dire qu'avant de commencer à écrire le livre, je voulais qu'elle apparaisse physiquement, qu'elle surgisse devant moi. Et donc comme il y avait cette archive qui était disponible, j'ai commencé par là. Donc ça s'appelle Transcrire et c'est le premier chapitre. Donc il y a... Voilà. Après, j'ai eu plein de surprises. C'est pas pour autant... j'avais écrit un sommaire un petit peu qui n'a pas trop bougé, mais qui était écrire, recommencer, transcrire, reconstituer, fabriquer, enfoncer, manifester, revendiquer, prélever, approprier, citer, s'évanouir, aimer, métaphoriser, démétaphoriser, nommer, renommer, pronominer, amazoner, insuler, lesbianiser, traduire, exiler, dégenrer, défaire, inachevé, éterniser, recommencer. Donc là, c'était un peu une sorte de programme, mais c'est pas non plus un plan. C'est-à-dire qu'après, à l'intérieur, c'est vraiment une enquête, et puis il y a des choses qui en ont amené des autres, et une personne qui me donne le contact du tel autre, et ça, c'est pas du tout maîtrisé. Mais je pense qu'il y avait une petite idée de squelette, et puis ça fait référence aussi, tous ces verbes d'action. Normalement, ils auraient dû être derrière, ça faisait écho au livre de Monique Wittig, mais après, on a bougé parce que les éditeurs ils se sont dit les gens comprennent pas quand on fait ça en fait. Donc malheureusement c'est à l'intérieur, mais c'est pas à l'extérieur. Mais voilà, il y a quand même des intentions, il y a des envies, et puis après il y a de la surprise, et puis ça bouge beaucoup à l'intérieur. Il y a eu des moments aussi de déception sur des choses que je cherche, où il y a des idées, je me dis ça va être telle chose, et en fait non, pas du tout. Voilà, mais c'est en cela que ça fait un peu enquête policière, effectivement. Oui, et qui... Sans meurtre. et qui pose différemment la question de la transmission. Je vais quand même passer à cet aspect-là, c'est-à-dire comment on transmet un texte en disant qu'on ne veut pas le sacraliser. Comment on transmet la pensée d'un auteur quand on ne veut pas la sacraliser. Donc, quand même, poser la question à Annette de comment elle s'en est emparée pour le travail d'atelier. Moi c'est marrant parce que vous parliez tout à l'heure du fait que tu avais lu ça et que tu nous l'as transmis. En fait moi j'ai lu
l'ouvrage d'Émilie, au tout début. C'est la première chose que j'ai lue sur Monique Wittig. Et même avant de lire Monique Wittig, j'avais lu des extraits un peu des guerrières ou quoi, mais je suis vraiment rentrée par cet ouvrage et je l'ai relu il n'y a pas longtemps et ça fait plein d'échos et c'est super intéressant. Mais du coup, oui, moi, on est rentré là-dedans un peu en se disant on a envie de travailler sur Monique Wittig. Aline veut qu'on travaille sur Monique Wittig. non, mais c'est toi qui es venu nous chercher, tu vois. Et du coup, c'est posé la question aussi de dans quel ordre on lit Monique Wittig et ses ouvrages pour les redonner. Après, du coup, bêtement, j'ai pris un ordre temporel. Mais du coup, moi, je me suis vraiment intéressée à son écriture, d'abord par les guerrières, à comment ça fonctionne, ça met du temps. C'est une écriture que j'aime beaucoup et qui est intéressante à transmettre aussi parce que elle est très riche et il faut vraiment y retourner pour avoir plein d'aspects. Je pense que je suis à 3 ou 4 lectures de chaque ouvrage qui m'intéressait de Monique Wittig. Mais du coup, voilà, nous on s'est dit que c'était intéressant de rentrer déjà par. Je fais ça, mais c'est pour démontrer Fanny avec qui on travaille et qui est dans la salle. Et donc, oui, l'idée c'est de rentrer par la fiction de Monique Wittig. Moi, c'est un peu mon centre d'intérêt. D'aller vers les guerrières, vers l'Opoponax, vers Virgile Non, vraiment ces écrits littéraires, et de voir comment on y retrouve ses pensées théoriques et ce qu'elle a pu dire et ce qu'elle a pu exprimer dans ses ouvrages théoriques. Et c'est vraiment par là que j'ai eu envie de transmettre Monique Wittig, comment elle évolue aussi. Quand on lit Les Guerrières, qui est paru donc en 69, et quand on lit Virgile Non, qui est paru en 85, c'est ça 69, oui. Oui, mais je crois que oui, c'est un package en 85, pas plusieurs choses. On voit vraiment l'évolution de son féminisme aussi et de comment elle a évolué avec plein de questionnements de révolution, de révolte, comment on se révolte, comment on fait en sorte que les autres se révoltent aussi, et de laisser personne de côté, etc. Et qu'on ne peut pas sauver le monde non plus. Enfin, il y a vraiment cette chose de très commun, communauté collective dans les guerrières, et dans Virgile Non, on voit à quel point elle s'est pris un peu de choses dans la figure, dans son militantisme, et comment ça a fait évoluer son écriture. Donc moi, c'est comme ça que voilà, je suis rentrée dans la transmission, et puis du coup, après, c'est à la fois en parler et mettre en résonance, et après écrire. Par contre, par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'ai toujours pensé que quand on fait de la recherche, on parle de terrain, un terrain de recherche, un sociologue va quelque part. Moi je pense que le terrain de Monique, c'est la littérature. C'est là où elle construit sa théorie, etc. Sur ce que tu viens de dire sur Virgile Non me fait penser. Alors tu as raison, l'expérience militante, mais aussi le départ en France. Le fait de découvrir, alors pas seulement de découvrir, elle avait déjà traduit le départ de la France pour les États-Unis. Donc après, elle est dans un bain de langue américaine. Et entre deux, elle a commencé à écrire des articles théoriques. Et son écriture a bougé aussi. Oui, Virgile Non, c'est très imprégné de la culture américaine, aussi de la culture lesbienne et queer américaine. Et universitaire, Wittig. Donc le narrateur, Wittig. Il y a Wittig dans tout le texte. Le personnage principal. Le personnage principal est Wittig. Et aux États-Unis, à l'époque, on a déjà commencé dans les textes universitaires à ne plus mettre le prénom, mais juste le nom de famille. Donc je pense que ça a dû, outre qu'elle ne met pas son prénom, je pense que ça a dû jouer. Il doit y avoir aussi une influence
C'est intéressant par rapport au prénom des guerrières et après le Oui, passage du prénom au nom de famille. Tu voulais réagir sur la transmission? Bah, je sais pas, on en parle depuis le début en fait. Non, j'avais en tête aussi cette idée, mais alors c'est peut-être pour revenir sur la question de la géographie, parce que c'est quelque chose qui nous avait. La géographie. Ouais, sur toi, tu voulais pas de ça justement. J'aimerais bien que tu. Alors, la géographie, oui, ça. C'est une bonne question. La géographie, hein, c'est la vie des saints. Comment l'Église catholique, l'Église pas catholique, a organisé l'écriture de la vie des saints catholiques, hein, avec, enfin j'ai un peu travaillé là-dessus sur ma thèse, avec, c'est toujours élogieux, c'est toujours superbe, il y a des miracles, etc. Et donc faire une hagiographie, il n'y a aucun regard critique, c'est forcément génial, et tout beau, et tout simple, et tout lisse. C'est pareil pour une icône, hein. Une icône, l'arrière-fond est lisse. Et moi, oui, mais en fait, c'est ma partie. Mais j'aimerais que ce ne soit pas géographique, qu'il soit fait sur mon habitude, que ce ne soit pas sans critique, que ce ne soit pas elle a toujours raison, que ce ne soit pas c'est une guerrière géniale. J'aimerais que ce soit un peu plus nuancé, ramené dans ce qui s'est vraiment passé, dans ses contradictions, dans ses difficultés, dans des avancées, dans des reculs. Mais c'est pas tout à fait le chemin qui est pris. Et en plus, comme ayant droit à dire ça, c'est très gênant. Bah non, c'est super intéressant justement de l'entendre depuis cette position. Oui, je trouve ça important de. Mais c'est pareil, c'est remettre la personne à. Pas en faire un génie. Et c'est elle qui m'a appris à ne pas croire au génie en plus. Donc. C'est générationnel aussi peut-être, vu que ma génération par exemple, on la découvre maintenant et depuis quelques années, depuis peut-être 5 ans pour les plus érudits, mais du coup on la découvre 20 ans après son décès, et du coup il y a quelque chose de... forcément dans le féminisme, dans la culture queer, on a tellement manqué de représentation et d'idoles quelque part que ça c'est assez rapide à trouver qu'une personne transmet quelque chose d'incroyable, de génial, et sans, évidemment, il faut trouver les endroits, il faut les chercher, peut-être les endroits où personne n'est génial. Et surtout, ça donne c'est là où il y a cette question, justement, comme tu dis, d'autorité qui peut se mettre en place. Si on a une posture d'icône et qu'il n'y a jamais de faille et qu'on lisse complètement l'histoire, ça rend aussi presque le geste d'écriture inatteignable, c'est-à-dire que personne ne peut se mesurer. Et en fait, je pense que c'est complètement le contraire. Et justement, en rendant sensible parfois des problématiques ou des endroits où ça accroche, ça permet à chacune de se reconnaître. C'est une manière de réhumaniser des figures qui sont déifiées à un moment donné. Et je pense que ce geste-là, il est important aussi pour les personnes qui lisent et qui vont peut-être écrire après derrière. Il y a ça, et puis bon, moi je trouve vraiment c'est pas de problème, hein, un très très grand écrivain, donc mais c'est bien de pouvoir la remettre dans les débats de l'époque et de vraiment de la remettre dans du collectif en fait. Elle a nourri le mouvement féministe français, mais elle s'est aussi nourrie du mouvement féministe français. Ça va dans les deux sens. Après les États-Unis, je sais moins ce qui s'est passé en termes de militantisme, mais je fais le pari que ces années du mouvement. Alors, Les Guerrières, c'est intéressant parce qu'elle l'écrit avant que le mouvement féministe français soit né, donc c'est vraiment quelque chose d'inaugural. Certaines vont reprendre le cercle qu'il y a dans Les Guerrières au lieu de dresser le point. En 70, toute une partie de ces militantes féministes, dont ma mère d'ailleurs, ont fait 68, ont eu ras-le-bol des gauchistes, donc elles veulent autre chose que le point, donc elles reprennent ça. Mais Monique, il y a des moments où elle dit qu'effectivement, sans le mouvement féministe, elle n'aurait pas pu continuer. Donc c'est pour ça, c'est plutôt ça, qu'on remette dans des collectifs et comprendre aussi pourquoi par moment, c'est sûr qu'une écrivaine comme Monique Wittig, ne pas signer dans Torchon brûle, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a jamais écrit. Pour quelqu'un qui n'a jamais écrit, avoir l'opportunité d'être publié sans signer, parce qu'elle n'est pas un autre. Enfin, vous voyez, et ça, il faut rappeler ce contexte, quoi, que
forcément, elle voit les choses de sa position d'écrivain déjà publié, ayant un prix, ayant réfléchi au féminisme depuis très longtemps, et que c'est pas tout à fait pareil pour d'autres. Et je pense que ça fait partie de la transmission aussi. Et dans un ouvrage comme le chantier littéraire, il y a quand même beaucoup de pistes qui vont dans ce sens-là. Je pense à la manière dont elle interroge le déjà là. Il y a la figure bien sûr du cheval de Troie, mais à la limite, elle nous invite à l'appliquer à elle et à son œuvre, quoi. À un moment donné, de cette invitation à faire exploser les choses de l'intérieur, c'est dans son propos aussi. C'est quelque chose que j'ai repris il n'y a pas longtemps dans un... Il y a eu un numéro, un dossier dans Le Matricule des Anges, qui est une revue littéraire, qui est une des seules revues littéraires un petit peu sérieuses qu'on peut se procurer, même si un peu difficilement malgré tout, qui a consacré un dossier à Monique Wittig. Et il y a... à la suite de la parution Dans la Reine Ennemie. Dans la Reine Ennemie. Et dans un entretien qu'elle a donné lié autour de Virgile Non, elle dit que pour transformer les choses, pour modifier la fable originale, c'est-à-dire la fable qui circule, c'est-à-dire la mythologie finalement, la mythologie qui tient une société, on ne parle pas d'imaginaire, mais c'est-à-dire que nos sociétés sont basées sur des réseaux imaginaires finalement, puisqu'on construit le monde enfin, pas qu'on veut, mais on nous impose un certain monde. Et elle dit pour troubler la fable, on peut pas la briser d'un seul coup, il faut la suivre point par point, se déplacer avec elle. Et finalement, il y a cette lenteur et ces trajets-là de la déconstruction et de la possibilité de former autre chose, de modifier les consciences, de faire bouger des normes. Voilà, donc il y a ce travail-là aussi qui est, à mon avis, est important, très important chez Wittig. Enfin, en tout cas, quand elle signale ça, il y a... Parce que tu as dit quelque chose en disant, moi, ma génération qui l'a... Mais vous êtes la première génération à la découvrir dans son entier, tout de suite, aussi jeune. Vous êtes la première. Donc c'est vous les plus érudits, en fait. C'est ça le comique, en fait. Parce que nous, d'abord... C'était très séparé, oui. Il fallait la suivre. La littérature et la théorie. Oui, non, mais elle écrivait pas... Elle écrivait pas si vite que ça. Donc on avait... ça prenait le temps, quoi. Donc il fallait pour la lire. Donc en fait, il y a quelque chose, vous êtes la première génération à avoir la globalité et à la découvrir. À avoir la globalité et que tout soit mis sur le même plan. Parce que moi, j'ai lu Monique Wittig, elle était déjà décédée. Et donc, il n'y a pas eu ce temps d'attendre que les livres paraissent. Mais par contre, c'était très séparé. C'est-à-dire que quand on avait lu La Pensée straight, on n'allait pas forcément lire Le Poponax. C'est-à-dire que il y avait Monique Wittig dans le champ féministe proto-queer. Et puis, il y avait... cet héritage nouveau roman qui n'était pas du tout à la mode non plus et qui n'était pas valorisé. Donc il y avait une séparation qui fait que ça prenait aussi du temps d'essayer d'englober les choses. Donc il y a un peu trois étapes. Dans les ateliers qu'on fait, particulièrement ceux qu'on a fait à la BNU, où justement on met en écho la fiction et la théorie, on s'aperçoit que souvent les gens qui ont lu La Pensée straight n'ont pas lu la fiction, et les gens qui ont lu la fiction n'ont pas forcément lu la théorie. C'est encore assez le cas en fait. Soit on connaît Monique Wittig parce qu'elle a écrit La Pensée straight, soit on la connaît parce qu'elle a écrit Les Guerrières, ou principalement Les Guerrières, ou Le Poponax. Après le Poponax, moi j'ai eu beaucoup de retours aussi dans les rencontres en librairie qui ont suivi l'apparition du livre, où il y avait des personnes qui venaient me voir en disant oui, alors le Poponax, très dur, on a beaucoup de mal parce qu'on ouvre la page et il y a un bloc, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de virgule, etc. Et c'est vrai que c'est inscrit dans une histoire littéraire très spécifique et je pense que ça gagne justement aussi à être lu en groupe, collectivement, quoi. Enfin, essayer de trouver la voie. Mais il y a ça des fois aussi qui fait un peu qui bloque à certains endroits, je pense. Puis ce qui est fabuleux aussi, vraiment là j'exprime tout mon ressenti à traverser comme ça tout l'œuvre, la vie, et tu as pointé ce livre qui vient de paraître, qui est une somme d'articles parus et de textes parus ou écrits entre 1966 et 1999. C'est quand on s'intéresse à Wittig, on traverse l'histoire
l'histoire du féminisme des années 70 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi l'histoire de ce mouvement littéraire, de la nouvelle vague dans laquelle elle s'inscrit et l'évolution de son écriture. C'est vraiment, c'est absolument fascinant de ce point de vue-là aussi. Hein. Et dans La Reine Ennemie, l'autre intérêt, c'est qu'il y a des entretiens, surtout des entretiens, qui n'étaient pas parus en France, et qui étaient parus en Angleterre, aux Pays-Bas, etc., et qui ont été traduits. Donc c'est quand même, moi je ne suis pas une très grande bilingue, et donc c'est pas mal. Lire le néerlandais. Oui, et même l'anglais, parce qu'il y avait pas mal de choses qui ont paru aux États-Unis en anglais, donc c'est vraiment bien de pouvoir les lire en français. Et une présentation de ce livre aura lieu à la librairie Quai des Brumes le 22 mai, en présence de Théo Mention, qui est un des... Ils sont deux à l'avoir coordonné, elles sont deux, Sarah Garbagnoli et Théo Mention. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions éventuellement? Bonjour, je suis étudiant en traduction et du coup justement la question de la traduction ça m'intéresse énormément. Est-ce que Wittig elle a écrit des choses en anglais qu'il a fallu traduire après alors que le français c'était sa langue maternelle? Oui. Alors des choses, là quand je parlais de... c'est un peu plus compliqué que ça parce que des fois elle a traduit elle-même. Par exemple, le brouillon pour un dictionnaire des amantes, elle propose assez vite une traduction avec Sandy, puisque c'est coécrit avec une américaine. Straight Mind, Straight Mind, c'est à la fois un recueil et c'est à la fois une conférence, donc quelques pages dans Straight Mind. Elle la prononce d'abord en anglais. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est si elle l'a écrit en français et qu'elle l'a traduit elle-même. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais elle était très fière de quelque chose que je ne peux pas dater au niveau écriture, qui s'appelait The Girl, dont Sandy Tsai s'est emparée et a fait un film en anglais. Et Monique me disait, c'est la première fois que j'ai essayé d'écrire, c'est une nouvelle, une fiction entièrement en anglais. Après, elle, déjà avant de partir aux États-Unis, elle avait fait des traductions, dont une traduction de Marcus, de l'anglais vers le français. Mais donc, oui, elle a donc écrit elle-même une fiction, elle a écrit, je pense, des conférences d'abord, je ne sais pas si ça répond à votre question, et elle donnait des cours en anglais, bien sûr. En général, quand même, quand c'est des cours magistraux, on a tendance... Moi, tout ce que j'ai retrouvé, c'est ses plans de cours. Je ne sais pas si elle les écrivait, mais j'imagine qu'elle devait quand même un petit peu les écrire. Comme c'était pas sa langue. Merci beaucoup. Mais elle avait un accent terrible. Il y a quelques archives qu'on peut trouver en ligne, à la fois vidéo et juste sonore. Ouais, effectivement, c'est très français comme accent. Et pour ce qui touche la traduction, donc, on aura une rencontre le 14 mai, mais je pense que vous êtes peut-être au courant, à la médiathèque Olympe de Gouges sur Monique Wittig et la traduction, à l'occasion de la sortie de la traduction en allemand de La pensée straight, avec la traductrice allemande. Ça me fait quand même rebondir sur quelque chose que moi j'ai toujours trouvé assez extraordinaire. Parce qu'elle a participé aussi à la traduction d'un livre portugais qui s'appelait Les Trois Marias. En fait, c'est toujours autour du militantisme et des amis à elle m'en ont parlé. Les Trois Marias était un livre qui avait été écrit par trois Portugaises en reprenant, donc Pat Monique l'a fait aussi, en reprenant une forme ancienne qui était les lettres d'une religieuse portugaise. Donc elles ont imité, je crois que les lettres d'une religieuse portugaise c'est à son amant, mais là c'est les Trois Marias, elles reprennent ce fil et elles racontent leur quotidien, mais d'un point de vue féministe. Et elles ont des soucis, le Portugal est encore sous dictature, et donc il y a un mouvement en France qui se met en soutien, et Monique va traduire. Et une autre femme qui s'appelle Le Garec, alors Monique, j'en suis sûre, ne parle pas un mot de portugais. Et il n'y a pas de Google Translate. Et j'ai parlé aussi avec l'amie de Monique avant qu'elle rencontre Sandy Tsai, donc qu'elle connaissait à l'époque
du corps lesbien, et donc elle l'a aidé à faire des traductions pour vivre. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle, c'est pas un niveau... Donc il y a à cette époque-là, on va le retrouver dans une chanson là, qui a été chantée tout à l'heure, en fait quelque chose dans la guérilla qui est on s'en fout, tout ce qu'on fait bien, allons-y, on ose et on y va. Et elles y vont. Bon alors il y avait quand même pour les Trois Marias une Portugaise qui les a aidés. Mais il y avait, on est capable, on y va, on a envie de... Comme une écrivaine, une militante, mais est-ce qu'elle était aussi, elle est aussi femme, elle est aussi humaine. Est-ce que vous avez juste peut-être une anecdote de vie de... Non, mais c'est très naïf, mais en fait, on la voit beaucoup du point de vue d'écrivaine et de militante, mais on la résume, j'ai l'impression, aussi à ça. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas de biographie. Je peux juste en donner une. Parce que ça va avec... alors ça, c'est une histoire que j'ai racontée. Donc, quand j'ai 11 ans, je pars avec elle. C'est tout le début du mouvement de ma mère et Christiane Rochefort. En fait, elles vont préparer la première action. Et un truc dont elles étaient très fières toutes les deux, c'était un dialogue qu'elles jouaient, qui était le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, disait l'une, et l'autre disait oui, mais quel monde? Sous-entendu, on n'en veut pas. Et c'est pas une anecdote, Monique. Moi, quand elle venait chez mes grands-parents, ma grand-mère m'envoyait vers 11h en me disant tu peux aller la réveiller pour le repas de midi. Elle avait complètement inversé son mode de vie. Et à la fac, la consigne qu'elle donnait quand on faisait les emplois du temps, ce qui à mon avis devait tendre un peu les choses, c'était pas de cours le matin. C'est-à-dire que voilà, elle commençait à vivre vers midi. 12 heures, en faisant un gros effort, et ça se prolongeait assez tard dans la nuit. Et donc, quand on avait des conversations avec Monique, on travaillait le lendemain matin, c'était assez difficile. Mais il y avait une autre chose qui m'avait étonnée pendant les recherches, en fait, parce que il y a un terme qui est revenu très souvent pour la qualifier, c'était celui de la douceur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on tape Monique Wittig et qu'on affiche sur Google. On a l'impression d'avoir quand même quelque chose d'assez assez dur d'une certaine manière, ce qui n'empêchait pas que ça existe. Mais c'est un qualificatif qui est revenu, moi, 3 fois de suite dans des souvenirs, que ce soit Suzanne Fenn, Mathieu Lindon et je sais plus qui d'autre. Ouais. Et donc ça aussi, c'était une découverte, ce qualificatif, et d'où l'importance d'aller poser des questions aussi à des personnes. Donc je ne m'attendais pas en fait à entendre ça. On trouvait aussi au moment de la première interview. Bah, je sais pas si c'était... Oui, c'est vrai que douceur et effectivement... Les articles Non mais moi je dirais pas douceur. Je pense qu'avec nous, elle se lâchait et elle préparait pas mal ses arguments. Ouais, on s'aimait, il n'y avait aucun problème, mais quand elle discutait, elle discutait. Mais bon, je pense que c'est aussi intéressant de voir que plusieurs personnes... de toute façon, on n'a jamais la même vision d'une personne. Oui, mais là, il y a des choses qui se retrouvent côté douceur, puis d'autres qui disent ah, quand elle discutait quand même. Bien, merci beaucoup. Donc, on va peut-être faire une petite pause là de 5-10 minutes pour que nos artistes puissent se mettre en place. Annette, je te laisse peut-être présenter ce qui va venir après. Ouais, en quelques mots. Et puis, donc du coup, non. Moi, je vais rien faire. Donc c'est les étudiantes donc, qu'on a eu en atelier pendant une trentaine d'heures, donc autour de Monique Wittig, grâce donc à la carte culture. Donc, c'est des ateliers à la carte qui sont donnés à l'université. Donc on a des étudiants et étudiantes de composantes différentes, de niveaux d'études différents. Et on a travaillé donc, sur à la fois les textes de Monique Wittig, donc en lecture, analyser un peu, voir ce qu'il en ressortait. Et on a travaillé aussi en écriture.
Donc là, vous allez plutôt entendre des textes qui ont été écrits dans la phase réécriture. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, cette idée de se réapproprier des textes, donc là des textes un peu classiques, des textes de la culture dominante, pour y apporter une vision féministe, une vision queer. Donc voilà, les consignes, c'était de se réapproprier un texte un peu classique, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais, et d'employer une langue la plus inclusive possible, soit en se référant à un modèle éthique, soit en utilisant une langue inclusive actuelle. Et après, du coup, on a travaillé avec Fanny, qui est comédienne et qui a fait travailler les étudiants et étudiantes en mise en voix pour s'approprier leurs textes. Et donc là, ce qu'on vous présente, c'est à la fois des textes de Monique Wittig qu'on a vus en cours et les textes des étudiants et étudiantes qu'ils ont écrits en atelier d'écriture. Merci, on va pouvoir vous laisser. Son acte était si manifeste et odieux qu'ils n'ont même pas osé réclamer ma tête. Par le feu, tu me plais! Si toutes les victimes étaient comme toi, il n'y aurait plus de victimes. En effet, elle serait tout offert. Es-tu Gina de Passamonte? Vas-tu me dire qui est cette Gina de Passamonte avec laquelle tu me casses les oreilles? C'est moi. Quand ma riche famille a décidé de me marier, je suis partie et me suis faite voleuse de grand chemin. Et si, comme tu le vois, Quichotte, je suis plus chargée de faire que les autres, c'est qu'il n'y a rien de plus sacré que la propriété. Je ne te ferai pas la morale. Tu seras sauvée, comme les autres. Ne me crois pas indigne de tes bons sens. Je n'ai volé que les riches, et avec leur richesse, j'essaye de réparer les injustices faites aux pauvres. Comme Molly Ketters. Vraiment? Vraiment. Tu peux interroger Vera de Mirador. Et maintenant, elle m'aide à écrire mes mémoires. Je serais curieuse de les lire. La folie. Dis-moi, Panza, qu'est-ce qu'on dit de moi au village? Y connaît-on bien mes aventures? Y est-on fier de la fameuse Quichotte de la Manche? Est-on heureux de devenir, grâce à moi, le point de mire du monde entier? Pédra prétend que quand elle t'a ramassé sur son âne, tu ne l'as pas reconnu. Tu lui as dit « Grand Hippolyte, puisqu'enfin je te vois, raconte-moi ton combat avec Hercule dans la montagne. Comment se peut-il que tu te sois fait battre ?» Et puis tu as parlé d'Oretia, la conquérante, et tu affirmais être le bras droit de Myrine. Quoi d'étonnant si je ne l'ai pas reconnu. Je ne savais même pas mon propre nom après le coup que les marchands m'ont donné sur la tête. Au village, on dit que ces grands personnages dont tu parles, ces conquérantes fameuses, n'existent pas et qu'elles n'ont jamais existé. Au village, on ose nier la réalité de ce qui est écrit dans les livres. Oserais-tu, Panza, dire que Myrine n'a pas conquis l'Asie depuis la mer Noire jusqu'à l'île de Tropobana? Par Quichotte, non? Oserais-tu déclarer que les Amazones thermomontines n'ont pas attaqué Athènes? Pas du tout. Et qu'elles n'ont pas élevé là des tours qui ont suffoqué et tenu la cité grecque pendant de nombreuses années sous leur siège? Ma foi, non. Et que les récits de leurs exploits rempliraient des livres si nombreux que toute ta vie ne suffirait pas pour les lire s'ils étaient tous écrits? Au village, on dit que les chevaliers errants n'existent plus s'ils ont jamais existé autrement que dans les légendes. On dit que tu as tort d'aller inventer des injustices qui ne sont pour toi que prétexte à battre la campagne. Ne t'avais-je pas bien dit, Panza, que dès qu'on aurait compris à quoi on s'attaque, on nous persécuterait? Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, cher Quichotte, comme on dit, qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et j'oserais ajouter loin de là, et comme on dit que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise, et que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ah bref, ne t'ai-je pas dit souvent, Panza, qu'un proverbe bien envoyé peut à la rigueur passer? J'y viens à mon raisonnement. Tu m'accorderas que nos voyages ne nous enrichissent pas, Bon, et que quelqu'un qui exagère se casse la figure un jour ou l'autre. enfin, en quoi cela nous concerne-t-il? Mais tu ne vois pas que tout ça finira mal, et que tu vas avoir raison contre tous. Pourquoi pas? Quichotte, tu ne vois pas qu'ils te prennent pour une folle. Quand bien même le monde entier me prendrait pour une folle, et pas seulement ces arriérés du village, qui n'ont jamais rien vu, je dirais que le monde entier est fou, et que c'est moi qui ai raison. Réécriture de l'étranger par Sarah Gendronneau. Après le déjeuner, je me suis ennuyée un peu, errant dans l'appartement. Il était plus coloré quand maman l'illuminait de sa présence. Maintenant, il était terne à mes yeux. J'avais transporté sa commode décorée de ses mains dans ma chambre. Je ne l'ai plus que dans cette pièce, entre la confortable causeuse, l'armoire remplie et la literie qui sent bon. Le reste est à l'abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris une vieille revue et je l'ai lue. J'y ai découpé l'annonce d'un nouvel homicide conjugal et je l'ai collé dans un vieux cahier où je mets les choses qui m'indiffèrent dans les journaux.
Il s'agissait d'un homme tué par sa femme. On voyait des photos d'elle battue, bleues. Lui n'était plus qu'un tas de pièces détachées. Il a levé la main sur moi, je déposai le couteau sur lui. Il y avait une photo de lui. Alors je me suis lavé les mains après avoir touché l'homme de papier et, pour finir, je me suis mise sur la terrasse. Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était belle, accompagnée par le bruit des voitures. Les personnes marchaient, plus ou moins pressées. C'étaient d'abord des familles allant en promenade, deux petits garçons en costume marin cintrés dans l'inconfort de leurs vêtements, pourtant si beaux pour des petits garçons, et une petite fille avec une jolie barrette rose dans les cheveux et des bottines noires vernies. Derrière eux, une mère faite de sublimes rondeurs en robe de soie marron et le père, un petit homme frêle, sans un muscle qui déjà eut l'honneur de mes yeux posés sur lui. Il avait une cravate, une montre et une canne à la main. C'était pour sûr sa femme qui l'avait habillé pour avoir autant d'élégance. J'ai pensé qu'ils allaient à la représentation du centre. C'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers la ligne de tram en parlant doucement, respectueusement. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les représentations étaient partout commencées, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquières et les chattes. La voûte céleste diurne était pure et clairsemée de lumière au-dessus des vignes qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face, la marchande de tabac sortit une chaise, l'a installée devant sa porte et s'y était élégamment déposée, les jambes croisées. Les trams tout à l'heure bondés étaient presque vides. Dans la jolie brasserie chez Pierrette, à côté de la marchande de tabac, le garçon balayait de la sueur dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. Je me suis installée aussi élégamment que la marchande de tabac parce que j'ai trouvé qu'elle avait une belle posture. J'ai mangé 2 pommes, je suis rentrée pour prendre une tablette de chocolat et je suis revenue la manger à l'air frais de la fenêtre. Peu après, la voûte céleste diurne s'est complètement découverte. Les éclaircies avaient laissé sur la rue comme une promesse de bon augure qui l'a rendue plus colorée. Je suis restée longtemps à regarder la nature. Réécriture du procès de l'étranger par Lisa Scheider. Énonçons les faits. L'accusée ici présente a tué un homme d'une balle en pleine poitrine. Puis, froidement, elle a tiré 4 autres coups sur le corps sans vie de la victime. Est-ce bien le cas? Oui, ça l'est. Pourquoi avoir fait une telle chose? Pourquoi avoir tiré ces 4 autres coups? Vous avez pourtant vu que le premier coup avait été fatal. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Pourtant, vous connaissiez la victime. Il s'agissait de l'amant de votre voisine et amie Madame Rémona. Ce n'était plus son amant. J'ai pu prendre connaissance que vous aviez incité Madame à déposer plainte contre son amant. Pourquoi avoir fait une telle chose? Il la battait. Donc, vous vous êtes pris le droit de faire justice par vous-même en le tuant, si je comprends bien. Non. Mais bon sang! Expliquez-nous donc ce qu'il s'est passé dans ce cas. C'est juste arrivé. Répondez à la question, s'il vous plaît. Je marchais seule sur la plage et j'ai croisé cet homme. En me voyant, il a sorti un couteau. J'avais le pistolet dans ma poche et le coup est parti. Puis, vous avez tiré encore 4 fois. Oui. En effectuant quelques recherches à votre sujet, j'ai pu apprendre pour le dossier de votre père. Vous manque-t-il? Pas tant que ça. C'est amusant que vous disiez cela, car j'ai pu m'entretenir avec les personnels soignants qui s'occupaient de votre père avant son décès. Tous m'ont rapporté à quel point votre comportement avait été froid lors de la mise en bière et des funérailles. N'avez-vous donc pas pleuré? Non, je n'ai pas pleuré. Vous n'étiez pas triste du décès de votre père? Pas vraiment, non. Vous n'avez pas ressenti de remords, de n'avoir eu aucune réaction émotionnelle? Pas du tout. Quelle chose terrible cela doit être d'avoir une fille aussi froide que vous. Vous n'avez même pas été triste de la perte de votre père, ou éprouvé le moindre remords face à ce manque de réaction de votre part. Quel genre d'être faut-il être pour ne pas pleurer la mort de son père? Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec le crime dont je suis accusée. Cela a tout à voir, au contraire. Je souhaite montrer à ces messieurs les jurés face à quel genre de femme ils se trouvent. Votre honneur, j'en ai fini pour l'instant avec l'accusé. J'aimerais maintenant interroger Madame Marie, si vous le permettez. Je le permets. Faites donc. Merci, votre honneur. Très chère Marie, je vais vous poser quelques questions. J'aimerais d'abord savoir quelle est la nature de la relation que vous entretenez avec l'accusé. Nous sommes amantes. Amantes, dites-vous? Vous entretenez une relation lesbienne? C'est cela, oui. Savez-vous si l'accusé a déjà entretenu des relations avec des hommes auparavant? Pas à ma connaissance, non. C'est curieux.
Quand et où vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes rencontrés il y a peu. Nous étions toutes deux venues nous baigner au bain. Saviez-vous que votre rencontre a eu lieu un jour après l'enterrement du père de la victime? Non, je ne le savais pas. Que vous a-t-elle... Ne vous a-t-elle pas parlé du décès de votre père? Non, de son père? Elle ne l'a pas fait. Voilà qui est curieux. Quand vous êtes-vous revus après vous être rencontrés au bain? Nous avons passé la journée ensemble et le soir, nous sommes allés au cinéma. Vous sembliez-elle triste? Pas du tout. Marie, puis-je vous demander ce que vous avez fait après la projection du film? Nous sommes allés chez elle et nous avons passé la nuit ensemble. Quelle drôle de manière de poursuivre sa vie le lendemain de la mort de son père. Avez-vous continué à vous voir après cela? Oui, régulièrement. Comment aimeriez-vous que cette relation évolue? J'aimerais me marier avec elle plus tard, mais elle ne partage pas mon envie. Comment ça? Que vous a-t-elle dit? Lorsque je lui ai demandé si elle voudrait un jour m'épouser, elle m'a répondu que le mariage était sans importance et que nous pourrions entretenir une relation sans cela. Elle ne veut pas se marier? Quelle drôle d'idée de vouloir renoncer à la plus merveilleuse de nos institutions, en particulier quand cela l'unirait à une femme comme vous pour l'éternité. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Votre honneur, j'en ai fini avec madame. J'aimerais pouvoir à nouveau appeler l'accusé, si vous permettez. Je le permets. Faites donc entrer l'accusé. Voilà que nous avons appris des choses bien curieuses et compromettantes à votre sujet. J'ai une interrogation. Avez-vous déjà intimement fréquenté des hommes par le passé? Non, jamais. Pourquoi ne l'avez-vous jamais fait? Cela m'étonnerait qu'aucun homme ne vous ait jamais fait la cour. Je ne comprends pas l'intérêt de vos questions. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Je n'ai jamais fréquenté d'hommes, car je ne les aime pas. Nous y voilà, messieurs les jurés. Nous arrivons à la source du problème. L'accusée n'aime pas les hommes, elle les déteste. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous ne l'avez peut-être pas dit dans ces termes, mais c'est ce que ce procès révèle sur vous. L'absence de tristesse pour le décès de votre père, la plainte que vous avez incité Rémona à déposer envers son amant, la relation lesbienne que vous entretenez avec Marie, l'absence de relations intimes avec des hommes, votre rejet du mariage et enfin le meurtre de cet homme prouve votre mépris envers nous autres hommes et nos institutions. Qu'une femme comme vous puisse exister me glace le sang. Ce n'est certainement pas le comportement que nous attendons d'une femme. Tous les hommes présents aujourd'hui à ce procès peuvent désormais voir le monstre que vous êtes. Et je peux vous promettre que le monde entier ne tardera pas non plus à le découvrir. J'en ai fini avec elle, votre honneur. J'ai obtenu les aveux que je désirais. Mais moi, je n'en ai pas fini. Tout ceci ne fait aucun sens. Silence! Vous n'avez pas été invité à prendre la parole. Je ne veux plus vous entendre dire un mot. Nous allons désormais laisser nos jurés délibérer, puis nous entendrons leur verdict. Nous avons délibéré et déclarons unanimement retenir l'ensemble des chefs d'accusation qui nous ont été présentés lors de ce procès à l'encontre de l'accusé. Nous la déclarons coupable. Chère étrangère, je retiens donc l'ensemble des chefs d'inculpation à votre encontre et je vous condamne ainsi à la peine capitale pour l'ensemble de vos crimes et méfaits. Vous, qui êtes étrangère à nos mœurs, vous nous rendrez des comptes à tous face à l'échafaud. Quotidienne par Sarah Gendronneau. Par-delà les horizons, comme une girafe par-dessus les nuages, ignorante du lapin rouge. Le nez se lève, les bras s'ouvrent. Elle rit, elle pleure, elle jouisse. Un corps à soi, le bleu n'est plus. Elles vivent, elles choisissent, elles libertissent. Elles étaient guerrières sur tous les fronts, elles sont maintenant soleil levant. L'horizon verdit, les sourires s'agrandissent, la paix, plurielle, pour elles. Réécriture du Horla par Nejma Belmire-Blanchon. 13 juillet 1935. Je suis retournée dans ma maison de campagne il y a quelques jours. Il y fait bon vivre et j'y ai vécu de bons moments. Je vis avec des domestiques, des femmes et des hommes de tous âges. 15 juillet. Je ne suis pas encore sortie depuis que je suis arrivée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai peur de l'extérieur. J'ai l'impression que quelque chose, ou que quelqu'un m'empêche de sortir. Je ressens beaucoup d'angoisse et de peur, sans savoir pourquoi. Je vais consulter le médecin demain. 16 juillet. J'ai consulté. Je ne comprends pas. Le médecin m'a ausculté, a observé mon pouls, il ne remarque rien d'anormal. Il m'a demandé si j'avais mes menstrues, je lui ai dit que non. Il m'a dit que tout cela était dans ma tête et qu'il fallait vraiment que je me force à sortir pour que mes angoisses disparaissent.
Si ça ne va pas mieux d'ici quelques semaines, je suis probablement hystérique selon le docteur. Je me demande vraiment pourquoi l'hystérie n'est pas diagnostiquée chez les hommes et pourquoi pour eux on parle plutôt de démence ou de folie. 20 juillet. Mon état se dégrade, malgré les efforts et recommandations du médecin. Moi, qui ressens le besoin de sortir, suis sortie la nuit dernière et suis rentrée tard. La présence m'a troublée dehors et à l'intérieur. Les femmes ne sont donc en sécurité nulle part ? 24 juillet. Je suis partie. J'en avais besoin. Je suis partie chez les Amazones à la rencontre d'une chamane qui m'a révélé que le mal me poursuivant sera là pour toujours. Elle m'a expliqué qu'il fallait que je sois plus forte que lui. Mais comment le pourrais-je ? En restant ici ? Car oui, depuis ma venue dans cet endroit rassurant et bienveillant, le trouble n'a pas fait l'ombre d'une apparition. 26 juillet. Je suis de retour à la maison, mais mes angoisses reprennent, encore plus fortes. Le trouble est revenu, j'en suis sûre. Cet être masculin me perturbe inlassablement, de plus en plus, d'autant plus lorsque j'essaye de sortir et que je me rapproche du féminisme. 28 juillet. Je deviens folle. On a abîmé des habits à moi, cette fois des coutures, ou plutôt je les ai abîmés. Mais est-ce moi ? Est-ce moi qui serait-ce ? Oh mon Dieu, je deviens folle, qui me sauvera ? 29 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. J'ai disposé 3 tenues différentes. Une de soirée, une quotidienne et une tenue religieuse près de mon lit, pour voir si la présence agirait. Et effectivement, elle a agi. Elle n'a pas abîmé une tenue ou un détail. Toutes les tenues, jour après jour, suivant cette nuit-là, s'abîment petit à petit. Après avoir consulté mes domestiques, aucun n'est lié à cette histoire. Je commence vraiment à me demander ce que cette présence veut dire aux femmes de cette maison. Les domestiques masculins n'ont quant à eux vraiment aucun trouble depuis mon arrivée. Cette présence invisible me fait douter de la réalité. 2 août. C'est bon, je conclus. Donc le patriarcat invisible existe. Alors comment, depuis l'origine du monde, ne s'est-il pas encore manifesté d'une façon précise comme il le fait pour moi ? Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller et ne pas revenir, je serais sauvée, mais je ne peux pas. 6 août, à 10h du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple, sortir, monter dans ma voiture pour gagner Strasbourg. Je n'ai pas pu. Pourquoi ? Je suis perdue. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien, moi. Rien qu'une spectatrice. 9 août. Je le tuerai, je l'ai vu. Je suis allée dans ma salle de bain et j'ai fait semblant de me déshabiller pour me changer avec une grande attention. Je savais très bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près. Que pourrais-je... si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Alors, j'aurais la force des désespérés, des violés, des attouchés, des harcelés, des victimisés. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. On y voyait comme en plein jour, et je ne le vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Son image n'était pas dedans. Et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide de haut en bas, et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, lui, dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. 13 août. Je ne suis plus triste, mais en colère. Enfin, je ne sais plus vraiment. J'ai fini par conclure que ce trouble ne peut pas être capturé et qu'il sera sûrement là pour toujours. Sa portée mentale est telle que j'ai bien failli passer à l'acte. Mais si je meurs, il aura gagné. Je sais que sa force réside dans le malheur des femmes. Comment, en tant qu'homme, nous pouvons à la fois tant aimer et tant détester la femme ? Je comprends mieux quand la chamane me disait que la colère ressentie à cause de cet être pourrait me servir de carburant dans la vie. Moins j'ai peur, moins il est fort. Par contre, il se manifeste plus souvent, essayant toujours de semer le trouble. Non, cet être est finalement la face cachée de l'homme, ou bien il peut être la face belle et bien visible.
Il est tout, partout, et si son âme est encore sur terre pour troubler les vivants, c'est qu'il ne peut pas partir en paix. Il m'a isolé du monde pendant un moment et m'isole de moi-même quelque part. Mais bon, je l'ai accepté. Après tout, l'histoire est aussi faite de celles qui ne parlent pas et de celles dont les traces ont été oubliées. Réécriture d'un songe d'une nuit d'été par Bastien Deschamps. Scène 4. Fâcheuse rencontre clair de lune, fière Titania. Quoi, jaloux Oberon? Fais, enrôlons-nous d'ici. J'ai abjuré son lit et sa société. Arrête, impudente coquette, ne suis-je pas ton seigneur? Alors, que je sois ta dame. Mais je sais qu'encore une fois, et malgré mes conseils, tu t'es joué de pauvres mortels et as semé dans leurs esprits le trouble et la confusion. Tu prétends les aider, je les crois malheureux, malheureuses, de voir une fois ton sort jeté se présenter en société, mal à l'aise dans leurs habits, forcés dans un carcan qui ne leur convient plus. Comment n'as-tu pas honte, Titania, d'attaquer mon sort salvateur? La clé est pourtant dans ta bouche. Ce n'est ni moi ni mon sort, mais bien leur société, et les habits qu'elle leur impose, qui leur portent malheur. Ce sont elles eux, mais elle, qui doit changer. C'est pourtant bien ton sort qui les change et les pousse à se revendiquer différentes qui elles ne l'étaient auparavant. Tu es bien prompte à juger. Est-ce mon sort qui t'a changé? Non, point. Je suis maîtresse de mes choix. Ce n'est pas le cas des mortels, qui peinent même à déceler les ficelles de leur propre oppression. Et elles ne savent pas ce que tu leur imposes. Au contraire, je les délivre leur propre insurrection. Ce choix qu'elles ne peuvent prendre, qu'elles n'osent pas, je leur rends sur un plateau d'argent et libre à elles de rentrer dans nos carcans ou d'y mettre le feu. Mais voilà que le soleil se lève, cachons-nous, nous en aurons le cœur net. Scène 5. Quel sommeil réparateur! Au milieu de la nuit, je me suis crue souffrante et me réveille frais, différent. Loin de la ville, il me semble mieux respirer. Hier, j'étouffais, agonisant, ce matin, guillerette. J'ai cru être frileux cette nuit, mais l'odeur des bois ce matin m'émerveille. Vous me voyez heureuse comme rarement je l'ai été. Avons-nous été envoûtés par l'air de la forêt? Mes soucis ont disparu, je ne suis plus anxieuse, mais vif et prêt à l'aventure. J'ai découvert une vérité sur moi-même. Que diront mes parents? Que dirait mon patron? Mes clients? Les gens dans la rue? Malheur? Que ne vous avais-je pas dit? Attendez de voir. Pas d'inquiétude. Il nous suffira d'assumer les vêtements de notre nouvelle identité et tout se passera bien. Nous pourrions même en tirer quelques privilèges. C'est cela, et qui vous laissera? Vos parents qui souhaitaient nous marier s'y opposeront sûrement. Il faudra alors les défier. Ah Jamais je n'oserais. Jamais seul je n'oserais. Tout ensemble, cependant. Et quoi ensuite? Défier nos parents, c'est une chose, mais nos patrons? Qu'importe de pouvoir être qui on est si on ne peut en vivre. Non, il faudra pour toujours garder cela secret. Plutôt mourir. Comment? C'est une occasion inouïe qui s'offre là. Plus peur la nuit, une paix augmentée, une liberté comme jamais avant. Je me présenterai devant un nouveau patron qui ne saura rien de ma vie passée. Et nous? Sommes-nous condamnés à une vie de servitude? Non point. Nombre de femmes se battent pour un salaire égal et vous pouvez rejoindre leur rang. Je ne crois pas que nous serons acceptés dans le rang des hommes. Ni dans celui des femmes. Cette entreprise est vouée à l'échec. Je ne veux alors qu'une solution. Pour toujours rester dans ce bois. Loin des regards de la société. Nos identités s'effacent entre nous en ce lieu. Ni les arbres ni les oiseaux ne nous jugeront. C'est la meilleure solution. Les guerrières par Monique Wittig. Elle regarde de vieilles images, des photographies, quelqu'une les explique. Par exemple, la série de la fabrique de textiles. C'est un jour de grève. Les ouvrières font un piquet de grève dans le champ où les bâtiments sont implantés. Elles tournent en rond l'une derrière l'autre en chantant, en frappant des pieds contre le sol, en battant des mains. Elles ont des blouses noires et des écharpes de laine. Toutes les fenêtres, toutes les portes de la fabrique sont fermées. L'une ou l'autre d'entre elles porte à bout de bras une pancarte où les mots d'ordre sont inscrits, peints en rouge sur le papier blanc. Sous leurs pieds dans le champ, il y a un cercle de terre battue. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comme on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux, des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel n'ont pas eu accès. Il a mis au défi, il a pris en défaut, il a menacé,
il a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles, une par une, et les détruire. Elle, alors, entend le chant célèbre qui commence par « Malgré tous les mots dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à 3 pieds. » Elles disent qu'elles ne pourraient pas manger du lièvre, du veau ou de l'oiseau. Elles disent que des animaux, elles ne pourraient pas en manger, mais que de l'homme, oui, elles peuvent. Il leur dit en redressant la tête avec orgueil « Pauvres malheureuses, si vous le mangez, qui ira travailler dans les champs? Qui produira la nourriture, les biens de consommation? Qui fera des avions? Qui les pilotera? Qui fournira des spermatozoïdes? Qui écrira les livres? Qui gouvernera enfin ?» Alors elles rient en dépouvrant leurs dents le plus qu'elles peuvent. Colère par Ezra Bournari Rodriguez. Je dis pourquoi. Pourquoi moi et puis pourquoi nous? Car rien ne va si vous n'aimez pas les gens qui dévient. C'est dommage dans tous les cas. Nous on s'en contrefout parce que vous n'êtes pas plus que des étincelles et de la fumée qui s'allongent dans le ciel, qui indique un vieux brasier mort depuis si longtemps que les cendres ne crient plus. Mais voilà, les nôtres sont encore rouges et vous pouvez les piétiner, rien n'y fera. Voyez, nous crions dans les rues, dans les fossés, parce que nos vies valent le bruit et la colère et le chaos qui brûlent tout. Rien ne nous éteint. Vous pouvez essayer, vous avez déjà peut-être jeté de l'eau en vain sur nos têtes embrasées, et voilà que le feu reprend. Vous n'apprendrez donc jamais que la haine de vos voix est plus forte que votre haine de nos vies. Je trouve ça triste, un peu risible parfois, que mes mains qui portent l'avenir sans tache d'un enfant qui rêve vous heurtent tant. Je trouve ça moche de détester mon cœur et mon avenir sans panneau d'indication, sans rien pour dire stop, recul, tourne, déviation. Je la fais tout seul ma déviation, à coups de rendez-vous sans fin et de prises de tête qui s'étendent dans le temps et qui ne cessent jamais. Ma déviation, c'est mon bonheur, ma déviation, c'est partir loin de vous, et voilà que vous me chassez avec vos bras de métal et vos yeux fous. Les miens sont flous de larmes, je pleure. Vous n'aimez donc rien, c'est vain, et ça me rappelle vos seaux d'eau trop froides qui tombaient sur nos fronts comme des amulettes blanches mais souillées de l'intérieur, des médaillons d'argile verte et noire qui puent l'amertume et la haine. C'est laid tout ça, vous voyez bien que c'est laid, mais vous ne changez pas, c'est faux. Quand vous criez haut et fort que vos cerveaux comprennent, rien ne passe, le courant casse, ça va couper à tout moment, et j'ai bien peur que mes batailles soient vaines. Tout est vain ou semble vain. Il y a 20 ans, quand j'ai vu la pluie pour la première fois, mes 2 pieds dans un plat trop grand pour moi, et surtout d'une colère qui me donnait envie de tout brûler, rose fuchsia comme un cochon, j'ai cru mourir pendant 20 ans. J'ai hurlé sans son, sans haine, et vous avez hurlé en retour avec force et mépris. Je me suis rendu petit, si petit. Vous avez voulu m'écraser. Voilà que je me relève, portant sur mes épaules ce qui semble une ruche grouillante de vie qui s'active et respire fort dans l'air mauvais. Mais c'est pas grave, on filtre et on filtrera toujours, parce que vous êtes vains, mais nos vies vaincront. Alors, on va clôturer cette belle rencontre avec des compositions et pas que. Un hymne notamment, et on a nous aussi, sous la demande d'Aline, l'Humonique Wittig. Et plusieurs de ses œuvres, et puis on en a sorti ces compositions. La première s'appelle Assise sur une branche, et à la base ça s'appelait Assis sur une branche. Et on a découvert le féminin universel. Et en fait, c'est un morceau inspiré un petit peu de pas mal au niveau du texte de formules dans les guerrières, qui étaient comme
il y avait lu tout à l'heure, très inspirant en termes d'images, de références. Et du coup, voilà, on s'est un petit peu inspiré de ça. Et on va commencer avec Assise sur une branche. Ah oui, on s'appelle Club Poésie, pardon. D'être femme, grandir avec sur la tête une lame terre, et non sans armes, non sans idéaux populaires. À nouveau seul pour échapper aux souhaits obscurs de nos semblables, nos cœurs et les copains. Sur les lèvres des flammes, les hommes qui mangent mon âme disparaissent sans fin dans ces gammes, ces refrains. Seul pour dessiner les contours sublimes de nos entrailles, nos cœurs en feu de paille. L'âge des femmes, la bataille entière, et non sans armes, non sans idéaux populaires. À nouveau pleine pour dessiner les contours subtils de notre avenir, ensemble pour le chérir. Définir les contours sublimes de notre avenir, ensemble pour le chérir. Est une composition de Yulia Widowska et s'appelle Sœur.
de regards pressants. Quand ces divines acèrent leurs doigts de fer, plus jamais de mots transperçants. Elles disent le monde avec fureur, elles le sondent pour s'affranchir des peurs. Nouveau monde, pas une fleur pour décorer toutes vos tombes. Entre les ruines, je vois des visages de pierre et de joie. Sur les bûchers de nos corvées cramées s'émane un parfum de victoire. Quand sous mes pieds la terre devient légère, je souris à ne plus rien voir. On danse le monde avec grandeur, on le sent pour trouver sa lueur. Dernier monde, plus de pleurs sur nos pommettes vagabondes. Sans la doctrine, j'entends des voix sublimes et stridentes. C'était ça, de piano. Il y a des notes qui font un petit problème technique, vas-y, je c'est vois. pas grave, c'est du direct. Nous qui sommes sans passé des femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes nous sommes le continent noir. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de
brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Merci beaucoup, c'était donc l'hymne du MLF. Et il n'y aura toujours pas de piano. Cette fin de concert. Et donc le dernier morceau, c'est donc la guérilla. Et on s'est permise de chant, puisque de toute façon elle avait été prise et réinterprétée notamment par Gainsbourg, et nous on ne voulait pas chanter le refrain de Gainsbourg, du coup on en a réécrit. On s'est permis d'ajouter aussi un humble couplet, je tenais à le préciser parce que ça a été débattu tout à l'heure. Mais c'est juste. Et puisque les mots sont vivants, ils bougent. Et puis on va y aller, mais sans piano du coup. C'est voilà, expérimental. Nous-mêmes ne l'avons jamais fait. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait mettre des percus dans nos mains pour agrémenter tout ça. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. L'amour entre nous c'est l'amour avec joie. Mais pour faire l'amour il n'y a pas d'endroit. Partout il y a des hommes et partout on se bat. On prendra les villes, on prendra les jardins. On cueillera des fleurs avec nos petites mains. Et sur nos poitrines on aura du jasmin. Et on dansera en mangeant du raisin. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et
victoire. Peu importe la mort, les femmes sont bien l'espoir. Plus jamais personne ne brisera la mémoire de toutes ces madones qui s'aiment sans histoire. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. Que l'homme reste à l'ombre et que la femme soit au soleil, c'est moi et elle. À l'équipe incroyable, merci à Aline, merci à Dominique, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Encore une... Eh non. Non mais surtout avec un piano qui marche pas, je te jure c'est pas bon. Alors, j'aime bien. Un bis. Un bis. Allez, un bis. Sur les bûchers. Pardon. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Sur les bûchers de nos corvées cramées, c'est mon parfum de victoire. Quand sous mes pieds la terre devient légère, je souris à ne plus rien voir. On danse le monde avec grandeur, on le sent pour trouver sa lueur. Dernier monde, plus de pleurs sur nos pommettes vagabondes. Sans la doctrine, j'entends plein de voix sublimes et stridentes. Merci pour votre écoute et votre compréhension. Et prenez bien soin de vous. Faites des révolutions.